Est-ce qu'il y en a des règles de base? Je ne sais pas s'il existe des règles de base pour construire une histoire solide. Mes règles de base pour construire une histoire solide, ce sont beaucoup de travail en amont. Alors après, on n'aborde pas tous le travail de la même façon et on ne veut pas tous raconter les mêmes choses. Donc j'imagine que pour les auteurs qui seraient plus dans le genre suspense et ou enquête, il y a un travail, l'accent va être mis plutôt sur le travail de la construction, parce que c'est ça qui va amener ces éléments-là dans le texte. Pour des auteurs comme moi, qui travaillons avec une matière première qui est très proche du réel, hein, la vraie base, c'est déjà de connaître les sujets qu'on aborde, donc c'est beaucoup de recherche. Et ensuite, il y a un travail de construction qui est différent, pas forcément moindre, mais différent, qui consiste dans un premier temps à identifier les points de vue dont on a besoin pour rendre compte le mieux possible de ce réel, donc tous les angles d'attaque de l'histoire, et ensuite faire le tri pour ne pas être noyé dans la masse des informations, parce qu'on en recueille toujours beaucoup trop, faire le tri pour ne garder que l'essentiel, histoire que ça reste quand même accessible au lecteur, pas que ce soit trop indigeste, ce qui est un exercice qui est compliqué en fait, parce que j'ai l'impression que les lecteurs aujourd'hui ont... Enfin souvent c'est un exercice... Quand on travaille vraiment très proche du réel, le réel étant particulièrement complexe, quel que soit le sujet abordé, on s'aperçoit que les nuances, elles sont quasi infinies. On est quand même, je vous dis, obligé d'amener beaucoup de matière, et ça donne des lectures qui sont forcément beaucoup plus attentives, qui réclament plus de concentration. Et le problème du genre noir, c'est que, en général, c'est pas péjoratif ce que je vais dire là, mais c'est plus des bouquins de consommation. Donc c'est pas forcément cet endroit-là que les gens s'attendent à devoir faire un effort de concentration et d'attention. Voilà. Les recherches, je les mène de façon extrêmement, comment dire, laborieuse et empirique. Je lis beaucoup. Alors je lis de la presse, ça c'est forcément, mais la presse pour moi c'est plus une source d'actualité que d'information. Parce que le niveau d'approfondissement et de réflexion qu'on trouve dans la presse, qu'elle soit française ou étrangère, n'est pas suffisant en fait pour s'informer. Donc il faut le compléter beaucoup. Alors c'est de la lecture d'essais, de documents, de livres d'histoire, de livres de géographie, enfin tout est bon à prendre. Évidemment, il y a aussi une énorme matière de recherche universitaire où dans les lobbies, les think tanks, ce que les Américains appellent les think tanks, les différentes académies, les administrations qui fabriquent des rapports, il y a toujours des choses très intéressantes à prendre partout. Il y a du documentaire aussi, qui ces dernières années prend d'autres formes avec l'émergence des podcasts, donc c'est pas forcément que du documentaire audiovisuel. Les voyages et les rencontres. Donc ça c'est la partie, je dirais, très intéressante, parce que c'est celle qui permet de mieux découvrir et cerner un sujet, mais aussi très laborieuse, parce que c'est... en fait, là, il n'y a pas à éviter, il n'y a pas moyen d'éviter la transpiration, il faut faire. Et une fois qu'on a cette matière-là, en tout cas dans mon cas, en général, moi je procède à une réflexion de fond quand je me documente. Donc en fait je construis mentalement déjà une colonne vertébrale d'intrigue, et du coup le tri de l'information, il se fait à partir du moment où j'affine cette colonne vertébrale pour, je vous dis, amener des points de vue qui vont me permettre de complexifier le propos. Et au fur et à mesure que j'affine, que je construis, j'arrive à visualiser les quantités d'informations dont je vais avoir besoin, et surtout éviter les redites. C'est-à-dire pas à chaque fois
peut-être un peu différemment, répéter des choses qui sont dites par ailleurs. C'est aussi ce qui fait que mes romans sont un peu plus compliqués à suivre que les autres, c'est que je pars du principe que ce qui est dit, et on n'y revient pas. Alors, le contexte sociopolitique, je pense que je ne l'utilise absolument pas. J'utilise l'histoire, moi. J'utilise pas le... En fait, j'ai pas cette approche sociopolitique des textes noirs. Moi, ça m'intéresse pas de faire de la politique, ni de la sociologie. Les textes que j'écris sont initiés par différents types de déclencheurs. Par exemple, si on prend Pouctou, j'ai écrit un roman qui s'appelle Citoyen clandestin, et le moteur premier de Pouctou, c'était de ramener tous les personnages de Citoyen clandestin. En fait, le moteur premier, il est littéraire. C'est comment je réinvente une autre histoire qui me permet de remettre en scène tous ces protagonistes-là, et où est-ce que je la situe, à quel moment et où est-ce que je la situe. Et c'est donc partant de cette envie littéraire, ou de cette ambition littéraire, que j'arrive à la guerre en Afghanistan, avec l'idée non pas de l'aborder soit d'un point de vue politique, soit d'un point de vue sociologique, mais vraiment d'un point de vue vériste. C'est-à-dire que donc, il faut que pour le lecteur qui ne connaît rien à ce pays et à ce conflit, il y ait suffisamment d'éléments pour donner l'impression d'y être, mais sans prendre parti, donc sans point de vue marqué d'avance, et en traitant chacun des points de vue, même quand ils sont antagonistes, parce que Dieu sait qu'il y en a qui sont antagonistes, comme si j'étais à la place de ce point de vue-là. Donc moi je suis neutre sur chacun, je suis neutre sur l'ensemble, parce qu'en fait je suis impliqué dans tous les points de vue, comme si j'étais à la place des personnes. Donc je pense que le livre le plus proche d'un contexte d'une utilisation d'un contexte sociopolitique que j'ai écrit, c'est sans doute celui que j'ai coécrit avec Dominique Manotti, L'Honorable Société, parce que le point de départ de celui-là, c'est le moment où, dans l'actualité de la France, en 2007-2008, donc durant la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a une tentative de démantèlement et de privatisation par appartement du groupe Areva, qui doit notamment en partie passer entre les mains de Bouygues via Alstom. Voilà. C'était puisque Bouygues avait racheté, je crois, pour €1 symbolique Alstom à l'époque, et en fait, ils voulaient réorganiser un groupe industriel dans l'atome, mais privé, autour de Bouygues. Donc c'est ça qui nous a servi. Je crois que c'est le seul moment où en fait j'ai un contexte sociopolitique fort pour ça. Mais ça, c'est l'influence sans doute de Dominique à ce niveau-là. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que mes personnages sont crédibles et intéressants? Le sont-ils? Ils ont l'ambition de l'être, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Ça, c'est autre chose. Ça a été un processus assez long chez moi. En fait, les 2 premiers romans que j'ai écrits, il y a des choses que j'ai réussi sur les personnages, d'autres que j'ai beaucoup raté. À partir du 3e, donc c'est Citoyen clandestin, j'ai commencé à affiner ma méthode de travail, et donc je me suis... Moi, je suis un écrivain qui n'a pas confiance en lui, donc j'essaie d'éliminer les problèmes au fur et à mesure. Les problèmes de fond, je les élimine pendant la phase de documentation. Les problèmes de structure, je les élimine dans la phase de planification. Et les problèmes de forme, c'est-à-dire le style d'écriture et éventuellement ce qui va donner un peu d'épaisseur au personnage, ça arrive dans la phase de rédaction. Donc j'essaye d'éliminer les problèmes au fur et à mesure, ce qui fait que jusqu'à la phase de rédaction, pour moi les personnages sont ce sont des fonctions et des pédigrés. Donc la première façon de les rendre crédibles, c'est de leur faire des pédigrés qui le soient. Et ça, c'est la documentation qui permet de le faire. Donc si vous prenez un policier, qu'il a un certain âge et qu'il est dans un certain type de service, il va forcément être passé par un parcours particulier. En tout cas, il va avoir un parcours moyen qui peut être connu et identifié.
Et donc c'est ce parcours-là. Et c'est en discutant avec des policiers qu'on arrive à voir un peu quelles sont les filières qui amènent à tel endroit, à tel moment, dans la vie d'une carrière de policier. Du coup, j'ai pas ce rapport que peuvent avoir d'autres auteurs, où ils ont envie d'avoir un policier, ils lui donnent un titre, ils lui donnent une fonction, et comme par hasard, c'est toujours des policiers qui sont tout à fait hors norme par rapport à ce qu'on peut croiser. Moi, je suis dans la démarche tout à fait inverse. Il faut qu'ils soient extrêmement dans la norme. Donc là, la crédibilité, elle commence pour moi à cet endroit-là. Évidemment, elle est aussi dans l'établissement du pédigré, c'est quel a été le parcours familial, ce qui permet d'ébaucher certains grands traits de caractère, sachant que je reste quand même très circonspect par rapport au déterminisme absolu. Je ne pense pas que c'est parce qu'il nous est arrivé certaines choses petites qu'on va forcément évoluer d'une certaine manière ou d'une autre. Bon. Et donc quand je suis à la phase de rédaction, et ça c'est un truc qui s'affine au fil des livres, c'est là que je commence à leur amener de la matière psychologique à mes personnages, à les cerner un peu mieux et à voir quel type de réaction il est à peu près cohérent qu'ils aient du début à la fin d'un livre, sachant que pour bien faire, il faut toujours quand même qu'un personnage parte d'un endroit et arrive à un autre endroit, alors sans avoir forcément complètement changé, mais en ayant évolué, on va dire ça comme ça. Parce que dans la vraie vie, les expériences de vie nous marquent et donc nous font quand même changer aux marges par rapport à ce que nous sommes au départ. Ça, c'est une chose. Et puis comme je suis un partisan du moins égale plus, j'ai tendance à penser que, notamment, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'école littéraire du behaviorisme, c'est une école qui passe beaucoup par les manifestations extérieures des choses plus que par l'intériorisation de la psychologie. Donc la psychologie des personnages, elle va passer beaucoup à travers ce qu'on peut percevoir de leurs réactions et de leurs gestuels, et de ce qu'on arrive à discerner de leurs réactions, notamment au cours de conversations, qui rend compte un peu un peu à la manière de ce qui se passe dans la vraie vie. Je veux dire, dans la vraie vie, quand vous parlez avec des gens, vous n'avez pas forcément toujours une bulle au-dessus qui dit là, il est très énervé, ou là, il est très triste, ou là, il est vachement joyeux. C'est en général l'attitude des gens qui vous... J'essaye de faire ça, et de m'en tenir à des manifestations qui soient des manifestations crédibles et véristes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, cette accumulation de petits détails qui pris séparément ne sont pas grand-chose, finissent par dresser des portraits qui sont assez cohérents et assez plausibles de personnages qui évoluent dans certaines organisations, quelles qu'elles soient humaines. Voilà. C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Moi, je suis toujours un peu ennuyé par rapport à ce genre de questions parce que j'ai pas une réflexion théorique là-dessus. Je ne résous que des problèmes d'ordre pratique quand je suis confronté à des histoires ou des intrigues. Et j'ai des façons de les résoudre qui sont extrêmement empiriques. Par exemple, comme moi, je fais des plans qui sont... depuis quelques années étalé sur des grandes frises qui me permettent de suivre les évolutions d'agenda des personnages les uns par rapport aux autres, les endroits où ils se rencontrent, soit dans le temps, soit dans l'espace, soit les deux. Et que donc ça me fait une manifestation physique de leur parcours respectif, si vous voulez, parce que comme j'en ai toujours, là dans Rétière, j'en ai toujours une quinzaine ou une vingtaine qui se croisent et s'entrecroisent en permanence. Dans Pouctou, il y en avait 80, donc si vous voulez, je suis quand même obligé de les matérialiser à un moment donné pour savoir où est-ce qu'ils en sont les uns par rapport aux autres. D'abord, une grande partie des péripéties ou des rebondissements de l'histoire, si on veut être plausible, sont quand même dictés par les circonstances qui sont celles de l'intrigue, hein, c'est-à-dire que vous ne vous sortez pas d'une scène de bataille comme vous y êtes rentré, donc forcément il y a des conséquences et ces conséquences vont avoir à la fois une influence sur le parcours du personnage mais éventuellement sur le parcours de tous les personnages qui lui sont proches. Donc ce qui va dicter mes choix en matière de tension, juste comme ça va être d'abord la cohérence par rapport au parcours des uns et des autres. Et puis je vous dis, comme c'est matérialisé physiquement et que j'ai tendance à colorier, c'est-à-dire à mettre des masses de couleurs en avant dans les plans en associant chaque personnage à une couleur, je vois
si vous voulez, dans la représentation physique du texte, les endroits où il y a des masses très très fortes qui indiquent qu'il y a là peut-être une trop grande concentration du récit sur un type de personnage ou un type d'action. Et du coup, pour éviter l'impression d'ennui ou de redite, comme ça, j'ai tendance à réorganiser mes plans à ce moment-là en y amenant d'autres couleurs, histoire de rééquilibrer les alternances de points de vue. Mais là, je vous dis, c'est une méthode qui est extrêmement... Après, je ne suis pas à l'abri parfois d'introduire ces espèces de phases de suspense un peu... alors, moi j'en abuse pas parce que je pense que c'est pas une bonne chose, mais un peu artificiel, qui sont les cliffhangers où volontairement vous mettez fin à une action pour que le lecteur aille automatiquement voir un peu plus loin. Bon, je suis pas très fan de ça. Moi, je les utilise avec parcimonie, et souvent en fin de partie en fait. Dans Rétière, par exemple, il y a 3 grandes parties, et chacune d'entre elles est un retournement complet de la situation de la partie précédente. Donc ça arrive par l'intermédiaire de ces... à défaut d'autre chose, j'appellerais des cliffhangers, mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment un suspense, c'est juste que ça rebat les cartes en fait. Donc c'est par ces petits procédés-là que j'utilise parfois, que je fais, mais de façon très empirique. Au fond, ce que je cherche, c'est pas tant le rythme et la tension que de piquer l'intérêt par le fond et par des trajectoires de personnages un peu extraordinaires du fait de ce qu'ils sont en train de vivre, parce que c'est le réel, mais en même temps c'est pas le réel de tout le monde, que je poursuis mes récits. Moi je construis souvent mes récits en entonnoir, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens au début. On a l'impression qu'il n'y a aucune raison que tout le monde se croise, puis au bout d'un moment il y a une logique interne qui se met en place et on voit où tout le monde arrive, et là tout d'un coup tout un tas de pièces se mettent en place, donc c'est comme ça que je procède, mais je vous dis c'est très pragmatique chez moi. C'est votre processus à vous? Oui. Alors, comme je suis un tâcheron laborieux, j'ai besoin de me mettre en branle tous les matins, et ça passe par une phase qui consiste à quasiment relire tout ce que j'ai écrit sur 2 ou 3 semaines, chaque matin, avant de me remettre dans le rythme de la journée. Ce qui fait que quand je rends pour mon éditeur ou éditrice à l'heure actuelle une version 1, en fait chez moi c'est souvent la version 1000 ou 2000, parce que je suis repassé dessus constamment pendant tout le moment de l'écriture. Je fais faire 2 types de relecture à la fin pour moi, à la fin, enfin 3 types de relecture. Il y a 3 niveaux de relecture à la fin. La première, c'est celle de mon éditrice, parce que c'est elle qui va publier le texte, donc c'est normal qu'elle ait à un moment donné son mot à dire sur la matière que je lui propose. Et en général, dans le même temps, j'ai des relectures techniques, parce que comme je fais appel souvent à des notions qui sont quand même complexes ou particulières, j'ai quand même besoin de vérifier que j'ai bien compris tout ce qu'on m'a expliqué avant, tout ce que j'ai pu lire avant. Et ça passe par la relecture de gens qui sont des professionnels ou des hommes de l'art, on va dire ça comme ça, ou des femmes de l'art d'ailleurs aussi, parce qu'il y a les deux. Donc ça c'est une relecture plus technique, et puis j'ai une relecture plus plaisir entre guillemets, j'ai un volant de lecteurs proches qui sont toujours sollicités, je sollicite toujours une petite dizaine. En fait ce que je cherche chez eux, c'est de repérer les récurrences dans les problèmes. Quand vous faites relire un texte, vous allez avoir quasiment autant d'avis que de relecteurs à la fin du texte. Alors, c'est vos amis, donc ils vont toujours vous dire que c'est super, hein. Mais, et tout est dans le mais. Et dans les mais, vous n'avez jamais les mêmes mais. Donc, ce sont des objections dont on peut éventuellement ne pas tenir compte parce qu'elles sont quand même le reflet des goûts particuliers du lecteur en question. Mais, et c'est là où il y a je cherche les récurrences, parfois, les mais se reproduisent. Et donc, je cherche à voir si, là, il n'y a pas, à ce moment-là, quand un problème revient plusieurs fois, si effectivement, là, il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire évoluer. Voilà. Oh, est-ce que j'ai des modèles? Non, j'ai pas de modèle. Il y a des...
Non, non, il y a des auteurs que j'admire, hein. Il y a des auteurs pour lesquels j'ai de l'admiration. Je ne suis pas certain de pouvoir dire que j'ai essayé de faire comme eux, parce que j'ai pas nécessairement une réflexion consciente sur ce qu'ils font de particulier que je pourrais faire différemment. Moi, je trace mon sillon. Alors, en revanche, je pense qu'il y a une romancière qui, c'était pas son but, mais malgré tout, c'est ce qu'elle a fait, a beaucoup influencé mon écriture, c'est Dominique Manotti. Pas parce que j'ai essayé d'émuler ce qu'elle faisait elle, mais parce que quand on a travaillé ensemble, elle m'a forcé à passer au présent. Et depuis qu'on a travaillé ensemble, je n'écris plus qu'au présent. Et ça a beaucoup fait évoluer mon style. Et donc, d'un certain point de vue, on peut dire que sans le vouloir, elle est celle qui a sans doute exercé la plus grande influence sur ma façon d'écrire. Mais je vous dis, j'ai pas de... Par exemple, j'ai découvert il y a une douzaine d'années Cormac McCarthy, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il a une langue extrêmement puissante, tout en étant très sobre, avec très peu d'effets, en fait, avec très peu de mots, il arrive à un effet maximum, ce que je trouve très admirable. Mais je ne sais pas comment reproduire ça, parce que je pense qu'il y arrive d'abord beaucoup du fait des caractéristiques de la langue anglaise qui permet ce genre de choses. Et que c'est très difficile à reproduire en français, les mêmes effets, avec aussi peu de mots. La langue française est une langue de plus de mots que la langue anglaise, en fait. Donc, non, je vous dis, j'essaye de marcher dans les pas de l'école behavioriste qui a été un peu initiée par Hemingway et autres, mais j'émule pas le style d'Hemingway. Enfin, je ne sais pas ce que je cherche. Il faut travailler, et travailler, et travailler encore, et jamais s'arrêter. Il y a un mythe extrêmement fort dans le monde de la littérature, qui est celui de l'auteur qui passe son temps dans les cafés, le nez en l'air, et qui écrit une page par jour. Moi, j'y crois pas trop à ce mythe, en fait. Je constate que tous les gens que j'admire sont des gros bosseurs graphomanes, en fait, qui écrivent et qui écrivent et qui écrivent et qui reprennent et qui retravaillent et qui se replongent et qui refont. Les génies fainéants, ça n'existe pas, donc le meilleur conseil à faire, c'est de beaucoup bosser, en fait. Peut-être pas de se décourager si on a des refus. Parce que même à partir du moment où on a fini un texte et qu'on considère qu'il est prêt à être montré, il y a un autre travail qui commence, qui est celui qui consiste à le placer et à le défendre, en fait. Et se contenter de l'envoyer par la poste en espérant qu'on va être opéré, je pense que c'est une très mauvaise technique. Il vaut bien mieux essayer de cultiver des contacts, quelle que soit la façon dont on aborde le problème, dans le monde de l'édition ou connexe. Moi, par exemple, je suis arrivé à l'édition par le libraire au-dessus duquel j'habitais quand j'étais à Paris, quand je suis rentré de Londres, qui un jour m'a demandé ce que je faisais parce qu'il me voyait que j'avais des journées qui étaient assez... Enfin, il me voyait à des heures qui n'étaient pas les heures de bureau. Et alors je lui ai expliqué que j'étais entre deux boulots à ce moment-là, et que pour passer le temps, j'écrivais des trucs, mais sans ambition particulière de publication. Et un jour, il m'a demandé de lire ce que j'avais écrit. Il se trouve qu'il était très copain avec Patrick Rénal de la série Noire, et c'est comme ça que le lien s'est fait. Donc il y a une vertu à essayer de cultiver les contacts directs, quel que soit le biais. Et ça, c'est aussi un travail, en fait. C'est une autre forme. Vous voulez dire les perroquets savants qui savent écrire, hein? J'ai l'impression qu'elles vont assez rapidement savoir bien écrire. Je ne suis pas certain qu'on arrivera tout de suite, même si je pense qu'on finira par y arriver, au stade où elles sauront écrire avec émotion. Et donc je pense qu'on a encore un tout petit temps d'avance là-dessus sur elle. Mais le problème, c'est que je ne suis, comme je pense que le niveau d'exigence générale des lecteurs, je vais me faire que des ennemis quand je vais dire ça, mais je pense que le niveau général de culture et d'exigence des lecteurs est en train de diminuer, et que donc on va très rapidement arriver à des intelligences artificielles qui seront capables d'écrire des livres grand public qui suivent les recettes du creative writing, parce que ça, on le voit déjà à la fois
en fiction littéraire, mais aussi en fiction télé, des histoires qui sont quasiment toutes construites sur le même schéma, avec le héros, malgré lui, qui subit des épreuves et qui à un moment donné est au 36e dessous, puis remonte, puis finit par triompher du truc, ce qui est un schéma hyper classique avec tout un tas de règles, alors qui fonctionne sur un certain type de lectorat. Sur un lectorat plus exigeant, moins, c'est pas snob ce que je dis là, mais c'est quand même une réalité. Et donc je pense que pour toute une frange de la littérature qui est très fabriquée, on va dire, assez rapidement, il n'y aura plus besoin d'auteurs. Après, pour une littérature un peu plus élaborée ou plus émotionnelle, là, oui, on a encore sans doute un peu de marge. Mais bon, la loi de Moore, c'est ça, c'est la loi de Moore pour les processeurs. La loi de Moore fait qu'on va être, à mon avis, très vite rattrapé. Et puis, l'intelligence en réseau, ça va aussi nous rattraper très très vite, à mon avis. Mais, je sais pas, on sera obsolète. Mais bon, il y a plein de gens qui ont été obsolètes avant nous. Mais de toute façon, au bout d'un moment, soyons réalistes, on n'aura plus besoin de l'humain. Poussons la logique jusqu'au bout. Si l'intelligence artificielle finit par être aussi efficace que ça, à quoi servent les hommes? C'est pas fiable, les hommes, ça tombe malade, ça vieillit, c'est absolument incapable de se débrouiller tout seul jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les intelligences artificielles font ça en 6 mois. On sera tous obsolètes très vite. Même vous. Bientôt votre appareil photo, il sera plus intelligent que vous. Il viendra tout seul jusqu'ici, il fera le mise au point tout seul. Il posera les questions. C'est Siri qui posera les questions. Non, on va être tous... Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas à quoi ils jouent avec ces intelligences artificielles. Je pense que... Il leur manque pour l'instant... Ils l'ont constaté avec ChatGPT, elle est quand même pour l'instant, cette intelligence artificielle, encore très influencée par ce qu'on lui a mis dedans et ce qu'on lui a interdit de regarder. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites sur les biais politiques de l'intelligence artificielle, et ils se sont aperçus quand même que elle avait tendance à pencher aux États-Unis plutôt du côté des démocrates plutôt que des républicains et à être franchement hostile à Trump. Ce qui est, bon, je ne sais pas si c'est tant mieux ou pas tant mieux, mais ce qui est quand même révélateur de, en fait, il y a encore beaucoup de biais humains dedans. Tant qu'on en est là, ça va, on maîtrise le truc. Le jour où on a une conscience parfaitement autonome, qui se fera son idée elle-même de ce qui est bien ou pas bien, il n'est même pas sûr qu'elle considère, enfin on peut quand même bien imaginer qu'elle considère que l'humain, d'une façon générale, ne relève pas du bien.